Merci. Restez fidèles au programme DTV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Les sociétés de paris en ligne dans tous leurs états. Après l'annonce du passage de la redevance de 15 à 30%, selon les opérateurs, cette mesure est illégale. Ils interpellent les autorités sur le comportement du directeur général de la LONASE. L'Union nationale des consommateurs du Sénégal et le réseau des usagers du service public alertent sur la qualité des produits sur le marché. Ces derniers invitent les autorités à mettre en place une réglementation stricte pour renforcer la sécurité des produits. La convergence des jeunesses républicaines section Kaolack réaffirme sa loyauté envers Macky Sall et soutient sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU. Ses membres dénoncent également l'arrestation des membres de l'Alliance pour la République. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. L'interprofession avicole du Sénégal alerte sur les autorités sur les importations frauduleuses de poulets qui inondent le marché à l'approche de la fête de Korité, mais également la fête de Pâques. Les acteurs de la filière dénoncent une concurrence qu'ils jugent déloyale et les problèmes de santé que peuvent engendrer la consommation des poulets importés de manière frauduleuse. Voici les explications de l'âge Mamadou Diouf. Il est le président de l'interprofession avicole du Sénégal. Il est ici au micro de Babacar Seck. Si la filière avicole a prouvé sa capacité à assurer l'autosuffisance du pays grâce aux mesures de protection sanitaire en vigueur depuis 2005, elle fait face aujourd'hui à une agression économique et sanitaire sans précédent qui menace la survie et la santé de nos concitoyens. Cette concurrence déloyale est alimentée par des flux de réexportation massive. Je vais m'expliquer. Le constat technique est sans appel. Notre marché est inondé par des flux informels, massifs, provenant de marchés limitrophes, dont les volumes d'importation dépassent largement les capacités de consommation locale. Ce surplus d'environ 30 tonnes équivalent à 20 millions de poulets alimente inévitablement des circuits frauduleux et aboutissent sur nos étals. Donc, il y a une urgence de santé publique. Il y a un péril même qui est invisible qui est là. Au-delà de l'économie, c'est la santé des familles qui est sacrifiée par les réseaux mafieux pour des profits faciles. L'IPAS alerte solennellement sur les dangers de ces produits importés frauduleusement, souvent qualifiés de poulets morgues. L'Union nationale des consommateurs du Sénégal et le réseau des usagers du service public alertent sur la qualité des produits sur le marché. Ce dernier invite les autorités à mettre en place une réglementation stricte pour renforcer la sécurité des produits. Il s'annonce d'ailleurs la saisine prochaine de l'Assemblée nationale. Je vous propose de suivre des explications de Jean-Pierre Dian. Il est le président du réseau des usagers du Sénégal. Il est ici au micro de Ndeya Alfal et de Cheikh Ahmed Diouf. Au Sénégal, la situation est très critique. Très critique parce que différentes études ont prouvé que les gens consomment vraiment sans aucune garantie de qualité et ce qui nous offre des produits sont refermés sur eux-mêmes. Ils vendent, ils n'ont un contact avec les populations qu'à travers la publicité. Nous, notre bataille, ça va être au niveau du Parlement, au niveau des ministères en charge des financements du service public, de leur donner beaucoup plus de moyens. Mais les textes sont là, malheureusement, c'est le contrôle qui fait défaut. Pas à cause de la faute des techniciens, mais à cause de la faute
des moyens. Beaucoup de Sénégalais ne savent pas. La vente en ligne, elle est réglementée. Vous n'avez pas le droit de vendre s'il n'y a pas le prix, si vous n'avez pas le registre de commerce et si vous n'avez pas une adresse précise. Ici, la seule adresse qu'on a, c'est le numéro de téléphone de celui qui vous livre. Si demain ou à 4 heures, il a une information comme quoi son produit a fait des dégâts, c'est effacé et c'est terminé. Je disais en titre, les sociétés de paris en ligne reprochent à la Sonatel de vouloir ramener la redevance mensuelle de 15 à 30%, une mesure que les opérateurs jugent illégale. Ils parlent d'une forfaiture. Selon eux, cette situation alourdit la pression fiscale et peut avoir des conséquences graves qui peuvent aller d'ailleurs jusqu'à la disparition des opérateurs. Ils interpellent les autorités sur le comportement du directeur général de la LONASE. Voici les explications de Maître Seydina Barhama Moussa Thiam, directeur des affaires juridiques et du contentieux de OneXBet au Sénégal. Il est au micro de Chamati Diantouf. À aucun moment, les opérateurs n'ont conservé 85% de leurs revenus pour eux-mêmes. Notre secteur était déjà l'un des plus fortement taxés. Et les nouvelles mesures viennent alourdir encore davantage cette pression fiscale. Depuis le 1er janvier 2026, la redevance LONASE a été portée unilatéralement à 30%, alors que dans les contrats, elle est, jusqu'au moment où je vous parle, elle est entre 15 et 17%. Une décision qui est assimilable à une forfaiture. Et on constate que la LONASE de plus en plus se radicalise et se braque pour la mise en œuvre de cette décision. À cela s'ajoute la nouvelle taxe fiscale de 20% sur les revenus des opérateurs. Lorsque l'on additionne l'ensemble des prélèvements, nous atteignons désormais un niveau de 128% de revenus, ce qui n'est pas du tout vivable pour une entreprise. Autrement dit, on demande à des entreprises légales d'opérer sous une pression qui dépasse toute logique économique. Toute logique économique. Cette situation n'est pas seulement insoutenable, pire, elle est porteuse de conséquences graves. À ce rythme, c'est la disparition progressive des opérateurs légaux qui se profile. C'est un secteur qu'il faut protéger, c'est un secteur qu'il faut préserver, qu'il faut sauvegarder. Mais cet équilibre nous appelons les autorités compétentes à mesurer la gravité de la situation et à ouvrir sans délai un cadre de dialogue constructif. Le district sanitaire de Nioro du RIP un manque de poches de sang pendant ce mois béni de Ramadan, mais également ce temps de carême. Les donneurs se font rares alors que le besoin ne cesse donc d'augmenter, selon d'ailleurs le responsable du laboratoire sur place qui estime que la demande existe surtout au niveau de la maternité. C'est un reportage signé Sekou Diallo et Assoumaï. Les rayons de la banque de sang de Nioro présentent un visage bien vide ces jours-ci. Une situation critique qui s'explique par la coïncidence de deux grands moments de dévotion religieuse, le Ramadan et le Carême. Conséquence directe, les dons bénévoles ont chuté de manière drastique. Vous savez, nous sommes en période de Ramadan qui coïncide avec le Carême de nos frères et sœurs de la communauté chrétienne, ce qui fait que les dons volontaires et bénévoles sont réduits. Pourtant, l'urgence ne faillit pas. Au niveau de la maternité, de nombreuses femmes enceintes souffrant d'anémie sévère attendent désespérément une poche de sang pour leur survie ou celle de leur enfant. Vraiment, on a surtout une demande très forte au niveau de la maternité. Comme vous savez, en ces périodes, vraiment, il y a beaucoup de femmes enceintes qui sont anémiées et qui n'attendent que le sang pour être transfusé. Face à cette impasse, le laboratoire multiplie les stratégies d'urgence en sollicitant les familles des patients ou encore les forces de défense et de sécurité. Les membres de la famille, les amis, pour pouvoir vraiment prélever le sang et sauver la patiente.
En dehors de ça, il y a des stratégies que l'on adopte, c'est-à-dire on fait recours à la brigade des sapeurs-pompiers ou bien à la caserne de la gendarmerie pour pouvoir vraiment donner du sang et éventuellement nous faciliter en tout cas à résoudre ce gap. Dans un contexte marqué par une forte tension sur les stocks de sang au district sanitaire de Nioro-du-Rip, Cheikh Ndiaye, responsable du laboratoire, a tenu à apporter des éclaircissements techniques pour lever les réticences liées à la pratique religieuse. C'est vrai qu'on est en période de Ramadan, mais cela n'empêche que les gens peuvent venir donner de leur sang. En matière de don de sang, il y a ce qu'on appelle la sélection médicale. Il n'y a pas de risque. Pour faciliter la tâche aux citoyens, le district sanitaire de Nioro se dit prêt à déplacer ses équipes dans les différentes communes et localités pour des collectes mobiles. Sékou Diallo, après Nioro cap sur Ourossogui, cette fois-ci avec un autre registre politique. Les femmes militantes ou les femmes partisanes du maire de Ourossogui, Moussa Bocar Thiam, dénoncent qu'elle qualifie un d'acharnement politique du régime en place à l'endroit de leur leader. Ces dernières se disent prêtes d'ailleurs à reprendre le flambeau de la résistance pour défendre Moussa Bocar Thiam. Amadou Maridiallo. À Ourossogui, les femmes militantes jouant un rôle de soutien derrière le maire Moussa Bocar Thiam se sont érigées en bouclier pour dénoncer ce qu'elles appellent de l'acharnement politique orchestré par le nouveau régime à l'endroit de leur leader. Vêtues de blanc, brandissant des banderoles rouges, ces femmes se disent prêtes à reprendre le flambeau de la résistance pour la défense de l'ex-ministre des Communications et des Télécommunications numériques sous Macky Sall. Les femmes de Ourossogui dénoncent avec vigueur les persécutions ciblées des défenseurs du Fouta. Nous avons compris, vu son parcours d'avocat international de Paris à Dakar, maire de Ourossogui, ancien agent judiciaire de l'État, ministre des Télécommunications et du numérique, fait peur à Sonko et son gouvernement. À ces comploteurs, nous leur disons non, la cabale politique, ça ne passera pas. Nous ferons face, la résistance est sans limite. Face à un dossier qu'elles jugent vide et injustifié, ces femmes mettent en garde le tandem Diomaye Sonko et nient tout rapport épinglé contre leur édile. Vu que c'est Moussa Bocar, on peut dire que c'est le seul ministre sortant sous Macky Sall que la Cour des comptes nigérienne. Aucun rapport n'a été épinglé contre lui. Nous sommes prêtes, toutes les femmes de la commune, je dirais même toutes les femmes du département de Matam, sont prêtes à nous soutenir et à nous montrer vraiment que nous sommes derrière lui. Ces femmes s'exprimaient à l'occasion d'une cérémonie de récital de Coran qu'elles avaient organisée chez Moussa Bocar Thiam pour montrer leur soutien dans un contexte marqué par des poursuites judiciaires contre certains responsables politiques du département de Matam. Amadou Oumar Diallo, nous restons toujours dans le registre politique. La parole à la jeunesse républicaine du département de Kaolack. Cette jeunesse qui s'est mobilisée, qui réaffirme également sa loyauté envers l'ancien président Macky Sall et son soutien pour sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies, selon les membres donc, de la convergence de la jeunesse républicaine de l'Alliance pour la République. L'ancien chef de l'État a toutes les qualités requises pour diriger cette organisation. Il dénonce également l'acharnement, ou ce qu'il qualifie d'acharnement politique contre certains leaders de leur formation politique. Voici les explications de Abdoulaye Touré. Il est leur porte-parole. Il dit au micro de Sékou Diallo et la Soumé. Nous devons soutenir cette candidature avec conviction et détermination, car son élection représenterait non seulement une fierté pour le Sénégal, mais également une victoire pour l'Afrique sur la scène internationale. Par ailleurs, face à l'actualité politique nationale, nous ne saurions rester silencieux. Nous exprimons notre solidarité et notre soutien envers certains responsables politiques dont les libertés ont été restreintes. Nous pensons notamment au président du conseil départemental de Guinguinéo, M. Pape Malick Ndour, ainsi qu'au député maire Farba Ngom et au député maire Moustapha Diop. Leur engagement politique mérite respect et considération.
et la jeunesse républicaine du département de Kaolack leur exprime toute sa solidarité. Chers camarades, le moment est venu de renforcer davantage notre engagement et de soutenir avec détermination notre leader, le président Macky Sall, dans ses ambitions nationales et internationales. C'est dans l'unité et la fidélité à nos valeurs que nous pourrons relever les défis. 51e édition du Salon de l'innovation à Genève. Pour sa deuxième participation, le Sénégal rentre avec plusieurs prix. 8 inventions présentées ont été d'ailleurs primées avec 3 médailles d'or, 4 médailles d'argent. Le directeur de la recherche et de l'innovation s'est dit satisfait des résultats. Selon lui, le gouvernement va accompagner ses inventeurs et profiter du salon pour trouver des financements, mais également attirer des investisseurs. Hamidou Dad, directeur de la recherche et de l'innovation, est au micro nos confrères du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Un bilan très satisfaisant, très positif. Parce que tout simplement, nous avons fait le plein, nous avons fait 100%. Nous étions venus du Sénégal avec 8 inventions et toutes les 8 inventions ont été primées, ce qui est vraiment un exploit. Nous avons eu 3 médailles d'or, dont l'une a les félicitations du jury en plus. Nous avons eu 4 médailles d'argent et nous avons eu une médaille de bronze. Et c'est l'occasion donc de féliciter les récipiendaires qui nous ont valu cet honneur. C'est la plus grande vitrine de l'invention au monde maintenant, avec un jury très regardant qui sélectionne, qui examine à fond. Des innovations soient identifiées, soient amenées ici et qu'ils aient le cachet de Genève, parce que le cachet de ce salon, ça vaut quelque chose. Parce qu'après ces inventions, il faut qu'on en fasse quelque chose et nous sommes en train d'en faire quelque chose. L'année passée, nous avons 10 qui sont là. Cette année, nous avons 8 et nous avons déjà 18 inventions. On en fera quelque chose. Et justement, dans cette stratégie d'en faire quelque chose, le cachet de Genève est important pour nous parce qu'on ne fera pas d'une invention quelque chose s'il n'y a pas d'investisseurs. On ne fera pas d'une invention quelque chose s'il n'y a pas un financement, s'il n'y a pas de partenaires. Et des occasions comme ça, justement, c'est pour attirer des investisseurs, c'est pour faire des partenaires, pour aider maintenant ces inventions à devenir des réalités concrètes qui doivent être des solutions à nos problèmes de développement. Et c'est pour ça que je dis que le ministère a inclus dans sa stratégie le fait de participer à des salons internationaux comme cela. Préparatif de la fête de l'indépendance à Thiès, les ouvriers travaillent nuit et jour pour que tout soit au point le 4 avril. Certains sont dans le pavage, d'autres dans l'embellissement du centre-ville, la place qui doit accueillir les festivités présente déjà un nouveau visage. Les Thiessois rencontrés par notre correspondant se réjouissent de l'état d'avancement des travaux. Thiès, Isidore Alexandre Lassène et Samafal. Place Mamadou Dia sur l'avenue Caen. Une imposante tente se dresse, des professionnels à l'œuvre. Après l'épisode manqué de 2004, les Thiessois sont déjà dans la ferveur 22 ans plus tard. Nous avons été zappés en 2004. En 2026, nous osons espérer que c'est la bonne. Tout Thiès est content. Nous nourrissons beaucoup d'attentes à l'endroit du chef de l'État, car tout est urgent à Thiès. Les infrastructures, le manque d'électricité dans certains quartiers, l'insécurité également, entre autres défis. Dans le centre-ville, les préparatifs vont bon train. Nous sommes vraiment contents de ce qui se fait jusque-là pour les préparatifs de la fête. Les autorités de la ville se débrouillent pas mal. Ce qui est clair, on ne peut pas terminer les travaux d'ici au 4 avril. Mais il faut que tout le monde se mobilise pour réussir la célébration. Parce que mairie bu ne war nga mën a jël li nga prêt pour Thiès
Le taximan voit déjà les retombées pour la ville aux deux gares, mais il souhaite la poursuite des travaux après la célébration. Nous espérons qu'après la célébration, Thiès bénéficiera des retombées. Les routes sont délabrées. Allez à la cité Balabé, à Ersan, à Grand Thiès et un peu partout. Il faut vraiment un programme. Autre aspect des préparatifs, le pavage, notamment de la grande avenue qui va abriter l'essentiel des festivités. Des jeunes y trouvent du travail. Là, nous sommes en train de faire le pavage, tout pour rendre la ville attrayante d'ici à la fête du 4 avril. Sincèrement, en tant qu'ouvrier, nous nous sentons concernés par la fête. En plus, les préparatifs génèrent de l'emploi. Rassurez-vous, nous allons faire le gros du travail avant le 4 avril. Dans moins de 20 jours, la capitale du rail sera le point de convergence pour célébrer l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Isidore Alexandre Sen Mbacké également se prépare pour la célébration de la fête du 4 avril, marquant l'accession à la souveraineté internationale du Sénégal. Le préfet appelle à la mobilisation des populations pour une parfaite réussite de l'organisation. Khadim Anne, préfet du département de Mbacké, était sur le micro de Gorandaklo et de Maïsek. Dans cette logique de célébration donc, du 4 avril, d'ailleurs même, dans le cadre des activités que nous avons retenues, il y aura 4 jours pendant lesquels il y aura des festivités au niveau du département. Les festivités seront lancées le 1er avril avec une randonnée pédestre que nous organiserons dans la commune de Mbacké. Le 2, nous aurons donc un don de sang au niveau donc, du centre de santé de Mbacké. Le 3, ce sera la répétition générale. Et le 4 sera marqué par donc, la cérémonie officielle du défilé civil, militaire, mais également paramilitaire. Ce 4 également, après le défilé, il y aura un cocktail qui sera offert aux populations afin de raffermir davantage donc, les liens de solidarité. Et ce sera clôturé dans la soirée avec donc, un cocktail dînatoire. Il y aura beaucoup d'innovations donc, dans le cadre donc, de cette célébration parce que l'année dernière, nous avons vu que les populations ont beaucoup apprécié. Et cette année, je me suis dit que donc, nous n'avons pas le droit de faire mieux que l'année dernière. Donc, on fera, en tout cas, nous comptons faire plus que ce qu'on avait fait l'année dernière. Et puis, parlons tout à fait d'autre chose. Les écoles de l'IEF de Sangalkam peuvent souffler un ouf de soulagement. La commune de Bambilor a reçu de la ville d'Évreux en France un important lot de mobilier scolaire. Plusieurs établissements avec des effectifs pléthoriques vont désormais avoir des solutions à ce problème avec des tables bancs qui seront mises à leur disposition. À cela s'ajoute également des équipements pour les cantines scolaires. N'est-ce pas, Babacar Seck? La commune de Bambilor a réceptionné 2 conteneurs de tables bancs et d'équipements pour les cantines scolaires, fruit de la coopération entre la commune et la ville d'Évreux en France. L'État du Sénégal, par le biais du ministère des Finances, qui a fait l'exonération. Aucun sou nous l'avons payé en douane. Donc nous tenons à le remercier. Mais remercier aussi le chef de l'État et le gouvernement, en passant par le Premier ministre, qui aujourd'hui sont en train de moderniser la commune de Bambilor en matière d'infrastructure, surtout dans le cadre de l'éducation. Nous sommes en train de construire, par le biais du ministère des Infrastructures, un lycée digne de ce nom, par le Promoville, 18 salles de classe et aussi par l'armée sur la houlette du ministère de l'Éducation, 14 salles de classe. Ces équipements scolaires viennent soulager les écoles de l'IEF de Sangalkam. Effectivement, vous savez, dans les écoles, à chaque fois, on note un manque de table-banc. Le manque de table-banc crié à ça, c'est dû au fait que vous savez que les mairies de Bambilor et les autres mairies qui sont dans notre circonscription sont des mairies qui accueillent beaucoup de population. Donc les gens viennent y habiter.
Et en y venant, ils amènent leurs enfants. Et ces enfants-là doivent être, n'est-ce pas, dans ces écoles-là parce que c'est le droit à l'éducation. Donc du coup, les écoles se retrouvent avec des effectifs un peu pléthoriques. Et donc à chaque fois que quelqu'un se présente en mécène pour venir nous aider dans l'équipement de ces écoles, vraiment nous saluons ces initiatives-là. Pour rappel, c'est par l'entremise du Khalif de Bambilor, Thierno Amadouba, que la commune a pu décrocher ce partenariat. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Le rendez-vous, vous le connaissez désormais. Iftar à 22h en direct du rond-point HLM Grayoff à la présentation. Didier Boubs Iftar qui reçoit ce soir Cheikh Yerim Sek en première partie, journaliste, analyste politique. Et en deuxième partie, professeur Mam Ousmane Ndiaye et Serine Babakar Kassé. C'est bien sûr la partie religieuse et spéciale. Le prophète alayhi salatu wassalam et Cheikh Seydi Hadj Malik. Les deux sont liés. Au revoir.